c'est frais, c'est flex, c'est fou ce que je suis heureuse d'être avec vous. Bienvenue à vous, fondus de sports authentiques, curieux de révolutions technologiques, passionnés d'humains fantastiques. Flic, flac, floc. Ici, on croque du tétraplégique sublimistique. Pour ce premier Handimag, la Jarris TV va vous dégivrer les méninges et le palpitant. Moon boots et slip en peau de mammouth de rigueur, on part à la découverte du ski alpin handisport. L'occasion de voir des images rares captées par le beau et ténébreux Teva lors de l'étape de Coupe du Monde 2008 à Molines-en-Queyras dans les Hautes-Alpes. Le non moins séduisant Booba profitera de notre invitation à la Fédération française handisport pour poser quelques questions à Jean-Marie Frichet, le directeur technique fédéral du ski alpin handisport français. Et par téléphone, Booba captera les réactions de Nelson Montfort, parrain de cette étape de Coupe du Monde. Nous terminerons avec quelques mots d'amour de notre tombeur du Sud-Ouest, Ben. Mais partons sans plus attendre à la rencontre de Denis Barbet, le précurseur de ski assis français. Les skieurs debout handicapés, on peut les comparer avec des skieurs debout valides et forcément, même s'ils font du très très bon ski, ils sont toujours désavantagés par rapport à un skieur valide. Alors que nous, on n'a pas de point de comparaison avec les valides. Donc les meilleurs skieurs assis, c'est des skieurs handicapés, il n'y a pas photo. J'aime beaucoup l'aspect mécanique de mon sport. Donc moi, ce qui me motive, c'est toujours d'essayer de trouver le petit truc qui va me faire être meilleur que les autres. Parce que je reste persuadé qu'il faut s'entraîner, mais avant tout, il faut avoir un matériel très très bien réglé, quoi. Et après, quand on est bien dans son engin, on peut aller commencer à s'entraîner sérieusement. Mais avant, ça ne sert à rien. Le ski, c'est technique et le ski assis, c'est technologique. Voilà. Quand j'étais valide, je faisais du ski, mais du ski de randonnée, je faisais pas de ski de piste. J'avais arrêté à l'âge de 16 ans le ski de piste. Et donc je me suis mis, quand j'ai surtout en fauteuil, je me suis mis au ski assis de piste parce qu'on ne peut pas faire de randonnée en étant en fauteuil. Et je me suis mis à la compétition parce que j'avais un peu peur de m'ennuyer en fait en faisant du ski de piste. Et puis de fil en aiguille, voilà, où j'en suis venu, quoi. Et la compétition donne vraiment d'autres sensations que de faire du ski de piste en touriste, on va dire. C'est un autre monde. Il y a l'engagement, il y a la vitesse, la recherche de vitesse toujours. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait de faire du ski de piste, quoi. C'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose que tu as découvert Ouais, que j'ai découvert en étant en fauteuil, tout à fait, ouais. Bon, moi j'ai été leader dans ma catégorie pendant quelques années, surtout en slalom, parce que j'étais le premier à aller au piqué, ce qu'on appelle, à effacer le piqué avec le corps. Les autres n'osaient pas le faire au début, et moi je pensais que je pouvais y arriver. Et donc le jour où c'est passé, j'ai gagné des courses avec 3 secondes d'avance par manche, parce que les autres ils n'y arrivaient pas. Puis après, bon évidemment, tout le monde a fait pareil, et j'ai perdu mon avance. Mais donc j'ai eu 2-3 ans où j'étais au-dessus du lot en slalom, quoi. Alors j'ai des victoires en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, des podiums. Je ne saurais pas dire exactement combien, mais ça tourne autour d'une vingtaine de podiums, tout podium confondu, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. un beau petit palmarès déjà. Ouais, surtout au jeu, je suis content. J'ai 3 médailles sur 2 paralympiades, c'est bien. Ouais. Cette année, je rame un peu, on va dire, parce que j'ai changé de matériel et il faut le paramétrer pour qu'il aille bien, donc ça me prend un peu de temps. Et le slalom, là, j'avais un nouvel amortisseur qui marchait très bien, donc là, je n'ai pas fini, mais j'ai bien skié, donc c'est déjà moins frustrant. Bon, j'ai réussi à développer mon ski à mon niveau, quoi, donc bon, après je finis pas la course, c'est la compétition, c'est pas très très grave en soi. Je pense que j'ai été peut-être un peu gourmand. Je me suis peut-être un peu euphorique en fait. J'ai voulu peut-être skier au-delà de ce que je pouvais, la vitesse à laquelle je pouvais aller en fait. Ouais. Je pense que c'est un peu de ça. J'espère avoir un niveau qui me permette d'aller aux Jeux de Vancouver. Ouais. C'est mon objectif. Là j'ai 45 ans donc ce sera forcément mes derniers Jeux, ça c'est sûr. Et bon, mais je pensais pas déjà à faire les Jeux de Salt-Lake, je les ai faits. J'avais dit que je ne ferais pas les Jeux de Turin, je les ai faits. Donc pour Vancouver, je dis rien. Mais c'est sûr que ce sera mes derniers parce que l'âge venant, c'est de plus en plus difficile quand même.
Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots à quoi consiste le ski handisport alpin? Le ski handisport, ski alpin, c'est de permettre à toutes les personnes handicapées de pratiquer tout simplement le ski, quel que soit leur handicap. Donc on a en gros 3 grandes catégories. On a les aveugles et malvoyants, qui ont la nécessité d'avoir un guide pour skier. Après ça, on a les personnes à handicap debout, que l'on va dire, qui ont des prothèses, à qui il manque un bras, il peut manquer 2 bras, une jambe, 2 jambes, mais qui skient debout sur prothèse. Et en troisième, on a les personnes en fauteuil, qui skient dans un fauteuil ski, que l'on appelle tout simplement le ski fauteuil. Et les règles du ski alpin sont-ils les mêmes que le ski valide? Alors, pour les 3 catégories, on a gardé les mêmes règles, le même matériel. La seule chose, c'est ce que je vous disais, il y a des petites adaptations en fonction de l'handicap. Donc, au niveau des non-voyants, c'est vrai que sur l'épreuve, on accepte à ce qu'il y ait 2 personnes dans le tracé. Donc, quand vous voyez une course valide, le coureur qui est au départ, il part tout seul. Or que là, on fait l'emplacement du guide à côté. Donc le guide est juste à côté, il prend tout le parcours devant le non-voyant, et même le parcours lui est imposé maintenant. Et il a le droit de franchir la ligne d'arrivée, sauf il y a un dossard différent entre le non-voyant et le guide, de manière à ce que dans l'aire d'arrivée, on enregistre surtout le temps du non-voyant. Oui, parce que le guide, s'il arrive avant, Voilà. c'est de la triche, quoi. C'est de la triche. Oui, d'accord, pas bien. Et l'équipement, ça consiste à quoi exactement, en fait Alors l'équipement, on a essayé de garder dans le ski les mêmes réglementations et je dirais le même matériel que pour les valides. Donc on a déjà le même ski. On n'a pas des skis spécifiques pour aveugles ou pour personnes handicapées. Par contre, on a adapté du matériel en fonction de l'handicap de la personne. Donc sur les non-voyants comme équipement, on leur a déjà commencé par leur mettre un guide, parce que sans guide, ils ne peuvent pas skier. Et surtout, on a fait appel maintenant à des émetteurs ou des porte-voix, parce que crier toute une journée pour guider un aveugle, vous amenez une extinction de voix. Et en l'occurrence, en compétition, le guide qui fait partie aussi qui est sur les listes de sportifs de haut niveau n'a pas le droit à des produits dopants, et tous les produits pour vous soigner la gorge sont dans les produits dopants, donc produits interdits. Donc on a soit un émetteur-récepteur qui relie le non-voyant et le guide, ou un haut-parleur, donc dans le dos du guide, un haut-parleur qui envoie directement. Et vous êtes rattaché, je veux dire, comme un peu l'athlétisme, Non, avec pas du une tout. corde à la main, C'est quelque strictement interdit en ski alpin. Si vous le touchez, il est disqualifié. Ah bon? Donc il a le droit à aucune aide, sauf s'il perd un ski, on a le droit de lui redonner et de lui remettre, mais c'est tout. Mais là, en compétition, s'il perd son ski, le chrono, il continue à défiler, et là, c'est perdu, quoi. D'accord, ok. Merci Bouba pour cette interview. On revient vers vous juste après cette initiation au matériel du parfait skieur assis par le désormais célèbre Denis Barbet. Alors ça, c'est un nouveau prototype qu'on a en test cette année. En fait, un uniski, il y a 3 parties principales. Il y a le châssis en lui-même, la partie métallique. Après, il y a l'amortisseur et puis il y a la coque. Donc la coque, c'est une coque faite par un prothésiste, donc, qui est moulée à notre anatomie. Le châssis, donc ça c'est vraiment la partie principale qui fait que le châssis, l'engin, il va partir par exemple un peu vers l'avant quand l'amortisseur s'enfonce pour donner de la relance au ski. Voilà. Il y a plusieurs paramétrages, on peut régler le centre de gravité. On peut régler l'inclinaison du siège, on peut régler l'inclinaison des pieds, donc il est tout à fait paramétrable pour l'anatomie de chacun. Et après, donc, il y a l'amortisseur, un élément primordial de l'engin, et qu'on peut régler en compression et en détente suivant la qualité de la neige, la discipline. Voilà. Par exemple, en slalom, on veut de la vélocité, donc on va mettre beaucoup de détente, on va relâcher la détente pour qu'il remonte facilement. Alors que par exemple en descente, au contraire on veut qu'il soit plus pullman, donc on va fermer la détente pour qu'il remonte doucement et qu'on ne soit pas trop chahuté. Alors après on a des patinettes qui nous servent en appui glissant. Voilà, donc là on est en position un peu pour pousser, et puis là c'est la position pour glisser. Quand on skie bien, l'idéal c'est de s'en servir le moins possible des patinettes, parce que plus on appuie sur la patinette, moins on appuie sur le ski, et moins on appuie sur le ski, moins il accroche, donc c'est pas bon. Donc, après on a dans la partie de la coque, il y a le dossier.
qui est plus ou moins haut suivant le handicap. En fait. J'ai trois sangles au niveau du dossier qui me permettent, quand j'ai envie, de vraiment être très, très bien tenu. Quoi. On a une prise télésiège qui permet de prendre les télé. Comme ça. Là. Donc là, le télésiège arrive. Normalement, il n'y a pas besoin de ralentir, rien. Hop, on s'assoit. Un capot qui permet de protéger les jambes du froid et aussi de protéger les genoux en slalom parce qu'on se prend les piquets sur les genoux souvent, donc pour pas se faire mal. Voilà. Nous, on a des skis de course, donc on a un ski par discipline, un ski pour le slalom, un ski pour le géant, un ski pour le super G, un ski pour la descente. Mais sinon, les fabricants font pas de skis spéciaux pour nous. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que comme on n'a qu'un ski, on n'a plus beaucoup dessus, donc en général, on aime bien avoir des skis un peu plus rigides que la moyenne. Quoi. Ouais. Et les skis fatiguent plus, alors en fait, ils ont une durée de vie qui est assez limitée en fait. Il y a eu en janvier, début janvier, la Coupe du Monde de ski alpin qui s'est passée en France. Oui. À Molino-Queyras. Molino-Queyras ou Queyras. Queyras, c'est pareil. Et la France, ça s'est situé comment? Eh bien là, on est passé complètement à côté, je crois. On voulait très bien faire. Il y avait une envie de tout le monde justement de faire des podiums chez nous. C'est le début de saison. On a du mal à l'expliquer pourquoi. Je dirais on a des jours sans, des semaines sans. On est passé complètement à côté. Autant on était bien passé au jeu, puisqu'on terminait deuxième nation au niveau derrière les Allemands, ce qui était une très très belle performance. Je crois qu'on ne peut pas toujours gagner. Et j'ai appris qu'il y avait un de vos coureurs qui était malade ou... Oui, Denis Barbet a fait un malaise assez grave puisqu'il a fait une septicémie là, il y a quelques jours. Donc il était en réanimation et on a eu l'information hier que là il a repris connaissance et il est en bonne voie, mais il faut encore être prudent, quoi. J'espère que ça va aller mieux. Ben, je l'espère aussi. Un petit peu le problème qu'on rencontre, c'est que justement, en fonction des handicaps qu'ils ont, Denis était souvent à la merci d'infections urinaires. Donc il demande, une surveillance médicale beaucoup plus accrue presque que les valides. Et ces sportifs, ils sont entre guillemets confinés au niveau du ski, ou ils ont un travail à côté ou C'est un petit peu la difficulté que l'on a, nous, c'est qu'il n'y en a qu'un ou deux qui sont, je dirais, complètement confinés et qui se consacrent entièrement au ski. Là, on vient d'apprendre que les États-Unis, Canada, en gros, ils tournent entre 200 et 250 jours de ski par an, or que nous, on va tourner entre 60 et 80 jours de ski dans l'année. Donc il y a des pays qui se professionnalisent complètement, qui ont franchi le cap. Nous, on n'en est pas encore là. Le jour où on aura peut-être des très gros sponsors qui seront derrière et puis qui aideront à faire venir les images télévision. Vous êtes venus, mais il y en a, ils viennent que si on les paye pour venir. Donc c'est peut-être là que ce jour-là, il y aura une grosse évolution. Et l'évolution de l'équipe de France, vous voyez comment ? L'évolution de l'équipe de France, pour l'instant, moi, je la vois positive. Je la vois en train de préparer les Jeux de 2009, les championnats du monde de 2009. La France est candidate ? Alors, la France est candidate, on va le savoir dans quelques jours. Soit les championnats du monde auront lieu à Serre-Chevalier, ou peut-être au Japon. Donc, et après ça, on aurait les Jeux Olympiques à Vancouver en 2010. En France, on va l'avoir en France, on va gagner comme ça. Bah oui. C'était Jean-Marie Frichet en direct de la Fédération française d'handisport. Et c'était Bouba, c'était moi, en direct de la Fédération française d'handisport avec M. Frichet. Voilà, ciao ciao. Merci à Jean-Marie Frichet. Quelle sympathie! Tout ça me donne envie de rencontrer Frédéric François, pas vous? Non, mais le vrai, pas celui auquel vous pensez. Nous n'allons tout de même pas sacrifier notre réputation dès ce premier Handimag. Au niveau du sport, quand tu es en fauteuil, j'ai pas essayé un sport plus sensationnel, on va dire. Par rapport au snowboard avant, donc tu es debout, tu vas vite, mais là tu vas aussi vite, sauf que tu es au ras du sol, donc tu as une impression de vitesse impressionnante, vraiment.
pour arriver jusqu'au ski handisport, faut d'abord être handicapé. Du coup, moi j'ai fait une chute de snowboard. Donc c'était en Haute-Savoie, à Bernex. Donc suite à ça, il y a toute une période de rééducation, de réadaptation. Et en fait, comme je suis quand même un amoureux de la montagne, je voulais pas lâcher le morceau. Et du coup, comme j'habitais à Grenoble, je suis allé voir le club de ma ville. Et c'est eux qui m'ont vivement conseillé de passer à la compétition parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. À la base, moi, je voulais absolument pas faire de compétition parce que c'était pas mon état d'esprit quand je faisais du snowboard. Et malgré tout, on se prend rapidement au jeu. Finalement, du coup, le truc, c'est que je suis encore un peu entre les deux. Je sais pas si j'ai vraiment cet esprit de compétition à vouloir vraiment vaincre les autres. J'aime bien prendre beaucoup de plaisir en même temps. Quand on va vite dans un tracé, c'est assez plaisant aussi, quoi. Je me surprends à vraiment apprécier ces piquets que je supportais pas avant, quoi. Sur cette compétition, j'ai beau être invité, je suis quand même comptabilisé dans les compétiteurs. Là, moi, mon but, c'est pas d'arriver premier parce que les premiers ont vraiment un niveau supérieur au mien, mais justement de m'en rapprocher au niveau du chrono. Et pour l'instant, je suis pas tellement ravi de ce que j'ai fait, j'avoue. Mais demain, c'est un autre jour, bien sûr que je le sens bien. On verra demain, je serai peut-être déçu, mais non, je sais pas. En plus, la piste, là, ça fait 3 ans que je skie dessus sur des Coupes de France. Et une neige comme ça, bien souple, bien douce, je pense que ça devrait être bon pour moi. C'est mon dessert préféré. C'est vrai? Tu te sens comment là? Tu te sens bien? Là, ouais, ça va bien. Ouais. Belle météo, belle neige. Que demande le peuple? Très légèrement marqué, il faut bien utiliser, pas essayer d'aller droit sur le piqué, mais bien utiliser la pousse. D'accord. Allez Fred, allez. Je suis parti avec un peu le couteau entre les dents, je voulais vraiment faire quelque chose et je suis tombé une première fois. Je me suis relevé histoire de pouvoir faire ma deuxième manche parce que je comptais plus trop sur le chrono. Je suis retombé une deuxième fois. Là je suis disqualifié là. Je suis juste bon à aller voir mes copains courir cet après-midi. Bien déçu quand même. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Il me reste demain encore. Après, les Coupes du Monde, c'est terminé. Là, j'étais invité parce que c'était en France, quoi. Et du coup, maintenant, prochaine échéance à part demain, c'est après-demain, aux Angles dans les Pyrénées, Coupe de France. Ça devrait être un peu différent, quoi. Le niveau sera pas le même, la pression non plus. Du coup, le résultat, j'espère que ce sera pas le même non plus. Je passe vraiment beaucoup de temps sur mes skis et effectivement j'aimerais bien arriver au JO. Je me dis que je suis peut-être encore un peu juste pour 2010. Et ça me fait un peu du mal, mais il faut travailler, quoi. Allô Nelson? Oui. Oui, Bouba à l'appareil. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Come on in, Alan, come on in. Oui, je t'écoute. Alors Nelson, comment avez-vous été amené à parrainer l'étape de la Coupe du Monde de ski alpin à Moline? Je suis depuis longtemps les efforts du handisport. Oui.
Donc voilà, quand Christophe Rosanvallon, qui est un ami, qui est un collaborateur de France 3 du reste, m'a téléphoné, je lui ai donc répondu oui avec plaisir. Voilà, et c'est pour ça que j'ai accepté de donner mon parrainage. D'accord. Et comment voyez-vous l'handisport dans notre société? Pas assez bien, pas aussi bien qu'il ne devrait l'être, et c'est pour ça que je pense que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette image de l'handisport un peu... C'est très clair. Mélanger les handisports avec les sports, comment dire, que je ne me trompe pas sur les termes, j'allais dire les sports non handicapés. Mélanger les handisports avec les sports pour les valides. D'accord. Et non pas les séparer. Très bien. C'est pour ça du reste que je suis contre les Jeux handisport, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. Je pense que certaines épreuves, pas toutes naturellement, devraient être mélangées avec les Jeux olympiques et non pas disputées 15 jours après dans l'anonymat et l'indifférence. Et que pensez-vous des médias retraçant les exploits des sportifs handisport comme la Jaris TV? J'en pense beaucoup de bien parce que c'est assez courageux, parce que ce n'est pas un sujet entre guillemets vendeur et médiatique. Et donc j'en pense beaucoup de bien. D'accord. Et on ne va pas prendre plus de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Ce que je viens de dire surtout, c'est surtout sur le fait de ne pas mélanger le handisport avec le sport valide. Ça, je trouve que c'est une vraie erreur. Et je me bats pour ça et j'entends continuer à le faire. Mais vous pensez vraiment que c'est vraiment possible de fusionner les deux? Je pense que c'est possible de fusionner les deux, à condition évidemment de sélectionner, je ne suis pas naïf, de sélectionner les épreuves handisport, qu'elles ne soient pas trop nombreuses, mais c'est évidemment les mettre beaucoup plus en avant. D'accord. Mais je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. C'était Booba en direct du Crin City avec Nelson Montfort, Adam Martin et il reste toujours aussi Flex, parce que moi je le suis. Quelle élocution ce Nelson! Quelle classe! Parfait avant d'entendre les quelques mots d'amour de Ben. Bonsoir. Le code pénal français prévoit que l'étranger en situation irrégulière commettant un crime ou un délit peut être condamné à la réclusion puis à l'interdiction du territoire, entraînant une reconduite à la frontière après qu'il ait purgé sa peine de réclusion. C'est le principe de double peine. Donc, si je comprends bien, on peut être condamné 2 fois pour un seul délit. Enfin, moi je sais pas, mais tant qu'à faire, autant pas bricoler sur le délit. Non? Oscar Pistorius, ce jeune athlète sud-africain né sans péroné et amputé des 2 jambes à l'âge de 11 mois, souhaitait vivre pleinement sa passion pour l'athlétisme. Juste prendre son pied. Armé de ses 2 prothèses en carbone, moitié homme, moitié... il défiait des valides lors de 2 meetings officiels. Il finit 2e de sa série sur 400 mètres en 46 secondes 90, à peine 1 seconde au-dessus des minima olympiques. Fort de ses performances, il demanda une dérogation pour courir au JO de Pékin. Et c'est là que, sans s'en rendre compte, il mit les prothèses en plat. Après maintes expertises, sa demande fut rejetée, ses jambes bioniques lui conférant un avantage sur les valides. Alors à ce moment-là, pourquoi pas proposer carrément de remplacer ces prothèses en carbone par des prothèses en plomb, et allons-y, autant lui foutre un sac de sable sur le dos. Suite à cet incident fâcheux, les non-valides montèrent au créneau en défaveur du pauvre Oscar, jugé en position de concurrence déloyale. Histoire de voir si... Avec le couteau planté dans le dos, notre biomande courait toujours aussi vite. Pour en revenir à notre sujet, la double peine, c'est exactement ce qu'est en train de vivre Oscar Pistorius. Étranger dans son sport et mis au banc par les siens. Juste de quoi le mettre à l'aise, poil aux prothèses. Cette histoire a défrayé la chronique, mais pourtant aucune voix ne s'est élevée pour crier à l'injustice. Alors, 2 questions se posent. Comment peut-on juger une personne amputée des 2 jambes avantagée par rapport à des valides? Et dans un même temps, comment peut-on lui reprocher l'utilisation de prothèses qui n'ont d'autre but que d'atténuer un handicap flagrant? Merci. Oh, Jean-Michel, ton confit de connard c'était bon, mais par contre j'ai pas digéré. Méditons ensemble sur ces questions et si vous avez des réponses, n'hésitez pas à nous contacter. Faut quand même être sacrément con pour comparer Oscar à l'homme qui valait 3 milliards. 3 milliards... 5 milliards... C'est ça, 5 milliards. Alors, si vous avez 5 milliards à placer, ou même quelques dizaines d'euros, nous on n'est pas bégueules, hein. Donnez-les nous. Jaris TV est l'unique web TV d'intérêt général à militer pour l'égalité des chances par le sport. Merci à vous et à très bientôt.